Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Long Live, j'ai voulu aller chercher du côté féministe de la longévité. Celle qui va répondre à mes questions aujourd'hui, c'est une ancienne journaliste de magazines féminins. Elle est montée à la tête du magazine Bi. Fiona Schmidt a ensuite bifurqué pour devenir autrice féministe. Après l'écriture des livres L'amour après MeToo et puis Lâchez-nous l'utérus, ou encore Comment ne pas devenir une marâtre, elle a publié très récemment un livre coup de poing sur les femmes, la vieillesse, leur corps et le vieillissement en général. Ce livre s'appelle Vieille peau et il m'a fait absolument frémir et même bouillir. Alors personnellement, je considère Fiona comme un guide spirituel, mais aussi comme une barrière à ne pas dépasser. C'est une conversation riche, puissante et parfois dérangeante aussi. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. Voici ma conversation avec Fiona Schmidt. Merci beaucoup Fiona d'être avec nous pour ce podcast. Je sais que tu es rare dans les interviews et du coup on est vraiment très très content de te recevoir. Mais merci de m'avoir invitée. Alors en fait, on a travaillé plein de questions. Il y en a une, alors je pense que tu n'as pas vraiment besoin de l'avoir travaillé en amont, mais en gros, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, puisque tu as été donc journaliste dans la presse féminine, rédactrice en chef d'un magazine comme Bi, donc vraiment au cœur du réacteur du girly. Ah ouais, absolument. Et aujourd'hui, féministe, d'ailleurs tu te dis féministe trouvée sur le tard, et aujourd'hui autrice de livres vraiment à fond sur le féminisme. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé Alors d'abord, c'était des préoccupations que j'avais. J'ai pas fait un virage à 360 degrés brusquement, mais il est vrai que j'étais obsédée par la presse féminine quand j'étais petite. Bon, on va peut-être en reparler au cours de l'interview, mais c'est vraiment parce que c'était banni chez moi. Je viens d'une famille de profs où tout ce qui était codé comme étant féminin était par essence futile et débile, ce qui pose un peu là en termes de sexisme, mais donc tout ce qui est relevé du féminin au sens large du terme, donc non seulement les magazines féminins, mais tout ce qui était trop pailleté, trop décolleté, trop rose, trop volanté, trop dentelé, etc. Tout ce qui était, moi la bonne féminité, ce que j'explique dans mon livre, la bonne féminité dans ma famille, la bonne féminité elle était beige, pratique et lavable à 60 degrés. Donc évidemment j'ai été obsédée par évidemment tout ce qui était interdit, exactement, et j'étais obsédée par la presse féminine que je n'avais pas le droit de consulter à la maison de la presse, puisque j'avais une maison de la presse, c'était les années 90, hein. Nous avions une maison de la presse et plutôt que d'aller voir le journal de Mickey et les Picsou et les je sais plus ce qu'il y avait, moi j'avais très envie d'aller voir des magazines qui s'appelaient, je le rappelle aux auditrices qui sont plus jeunes que nous, Jeune et Jolie. Jeune et Jolie, bien sûr, voilà, bien sûr, Jeune et Jolie, donc ce qui pose un peu là aussi en termes d'injonction. Parce que vieille et moche n'existait pas. Hein. Voilà. Donc, voilà, Jeune et Jolie et 20 ans. Donc ça aussi en termes d'injonction, ça posait là. Et donc j'étais obsédée par la presse féminine et tout mon argent de poche y passait. Donc ça c'était quand je te parlais de mon adolescent, de ma pré-adolescent. Enfin oui. Il y avait aussi j'avais 12 ans. Club, Hockey Podium que oui, je lisais, bien moi, sûr, j'adorais. voilà, bon. Donc il y a tout ça, mais enfin moi c'était vraiment mon obsession, c'était Jeune et Jolie, 20 ans et Cosmo. Ouais, voilà. Et Cosmopolitan où j'ai fini par travailler. Voilà, c'était drôle. Donc je planquais mes magazines féminins sous le lit comme mes camarades masculins, mes camarades garçons, exactement parce qu'ils étaient non c'était pas tous les interdit aussi. Voilà, exactement. Parce que c'était interdit, parce que voilà. Et donc j'avais vraiment une vraie fascination pour ça. C'est dans ces magazines féminins que j'ai appris la bonne féminité, qui consistait à être la plus mince possible, la plus jolie possible et la plus blanche possible, hein, puisqu'à l'époque les personnes noires, les personnes racisées n'existaient pas. C'est une invention très récente. Hein.
Alors, je précise quand même que c'est de l'ironie. Mais enfin, bon, non, mais on sait pas. Hein, enfin, aujourd'hui, je préfère préciser. Non, mais ce qui était fou, c'est que toutes les femmes se ressemblaient à l'époque. Elles étaient toutes blanches, toutes très minces et toutes jolies. Les cheveux assez longs et cheveux très sexualisés. Et très sexualisés, bien sûr, et plutôt blondes, pas les cheveux bouclés. Enfin, elles se ressemblent un peu toutes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des études de journalisme puisque je voulais être journaliste. Depuis toujours, depuis que je sais dans quel sens tenir un stylo, je veux être journaliste. Je voulais être critique littéraire pour être précise. Et puis le hasard a fait que j'ai eu à faire un stage dans un magazine que je me suis dit j'aimerais bien voir l'envers de ces magazines qui m'obsédaient et qui continuaient de m'obséder d'ailleurs quand j'étais étudiante. J'ai demandé à faire un stage à Cosmo, j'ai été prise, j'ai été acceptée et ce stage s'est transformé en boulot. Donc j'ai naturellement continué dans cette voie de la presse féminine que j'ai fait avec beaucoup de sérieux. Vraiment beaucoup de sérieux, beaucoup de foi aussi. Pour moi, c'était très important de fournir du contenu léger, de qualité à un public pour lequel il était important d'avoir une espèce de bulle de légèreté. Et puis un jour, je me suis rendu compte que c'était important pour moi de parler avec sérieux de choses dites futiles, de choses légères. Et puis un jour, je me suis rendu compte, assez tardivement, autour de la trentaine, je me suis rendu compte que peut-être que cette bulle de légèreté que j'écrivais, qui me plaisait beaucoup, elle est devenue de moins en moins légère, de plus en plus pesante. Et là, je me suis dit... Pesante pour toi ? Pesante pour moi, oui, pesante pour moi. Et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit truc qui déconnait dans la matrice. Donc voilà. Donc c'est à ce moment-là, c'est autour de la trentaine autour de 33 ans, 33, ouais, à peu près, que j'ai vraiment eu une épiphanie féministe. Et il y a eu un trigger. Non, je pense. En fait, toutes ces préoccupations que j'ai aujourd'hui et qui m'obsèdent, qui font l'objet de livres, de réflexions sur Instagram, etc. J'étais déjà intéressée par ces questions. Enfin, c'était des questions qui me préoccupaient et que je traitais différemment. Et puis, j'avais pas le niveau de déconstruction, évidemment, que j'ai aujourd'hui. Parce que je pensais que mes privilèges à l'époque étaient la norme et que je faisais partie de ces personnes qui pensaient que finalement tous les combats féministes avaient été menés et que on n'avait plus qu'à profiter. Et peut-être que puis j'ai ouvert les yeux. Voilà. Toi, à cette époque-là, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas de souhait d'enfant. C'est peut-être vers cet âge-là, après 30 ans. Ah non, moi j'ai toujours su que je voulais pas d'enfant. Mais peut-être qu'après 30 ans, c'est aussi un moment où c'est plus difficile à assumer, ou en tout cas où il faut peut-être plus justifier. C'est pas un moment où ça. J'ai toujours eu à justifier. Okay. J'ai toujours eu à justifier. J'ai toujours eu ça, c'est ce que je raconte dans ce dont je parle notamment dans Lâchez-nous l'utérus, l'injonction à la maternité. En fait, on est socialisé autour de la maternité extrêmement tôt. À partir du moment où on parle, où on nous met un poupon dans les bras en nous disant que c'est notre enfant et qu'il faut en prendre soin. On a à peu près 3 ans, 2 ans. Ouais, à peine. Voilà. Ouais. À partir du moment où on joue à la maman. Avec ses camarades de classe, alors que les petits garçons, eux, ne jouent pas au papa avec leurs petits camarades de classe, ils jouent à des... voilà. Je trouve ça bizarre. Exactement. Et puis c'est très mal vu que les petits garçons jouent à la poupée et à tout ce qu'on appelle aujourd'hui les activités du care. Donc, et moi je me souviens très bien qu'à l'école, on jouait à comment s'appellera ton mari quand il sera grand et comment tu appelleras tes enfants. Enfin, et moi, je me souviens déjà qu'à l'époque, je trouvais que c'était ridicule puisque je n'avais jamais eu de petits copains ou de voilà. Oui, parce qu'à l'époque aussi, on était tous hétéros. Ça n'existait pas. Hein, surtout dans les magazines féminins. Exactement. Les horoscopes. Oui, on était. Ah oui, parce que oui, bien sûr. Cet été. Voilà, exactement. On était tous hétéros. Comment sera votre été chaud cet été? Bon, mais et ça, c'était. Donc non, j'ai toujours su que je voulais pas d'enfant et j'ai toujours eu à me justifier. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit que je changerais d'avis. C'est pas quelque chose qu'on a commencé à me dire à 30 ans. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fait réfléchir. Mais c'était pas quelque chose que j'ai politisé avant d'être vraiment féministe. Donc à 33 ans, une épiphanie. Oui, et là, 33, 34. Tu plaques tout et t'écris des livres? Alors, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais c'est vrai que je me reconnaissais plus dans les thématiques qui étaient abordées dans la presse féminine. Okay.
de moins en moins. C'était compliqué pour moi de continuer mon travail de journaliste ailleurs que dans la presse féminine parce que j'étais étiquetée presse féminine et que c'est très difficile surtout quand on vient de la presse féminine et que on est étiqueté journaliste pas sérieuse, hein, parce que ça aussi c'est voilà, c'est pas considéré comme un travail, le journaliste de presse féminine, hein, c'est un hobby rémunéré. Bon, donc c'était très compliqué pour moi de faire le pont et d'aller exercer mon travail dans les journaux dits sérieux. Et donc c'est là que j'ai commencé à parler des problématiques qui me touchaient de plus en plus et sur lesquelles je me questionnais et je me renseignais de plus en plus parce que c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de vers 33-34 ans, j'ai commencé à de plus en plus me renseigner et de plus en plus lire des autrices qui ont nourri ma réflexion. Mes propres réflexions que je partageais sur Instagram, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à utiliser Instagram comme un média à part entière et effectivement de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler pour la presse engagée, comme Chic Magazine, oui. Cosette, ça a été après. Mais oui, donc ça a été quand même un virage, voilà. Et puis à écrire des livres, effectivement. En fait, il y a eu un tournant. On me demande toujours quel a été le déclic qui a fait que je suis devenue féministe. Je pense pas qu'il y ait de déclic réellement, ou alors c'est une série de petits déclics, mais il y a quelque chose qui a été extrêmement important, dont je parle souvent, c'est la lecture de Bad Feminist, d'une autrice américaine qui s'appelle Roxane Gay, et que j'ai lu en 2015, et qui m'a vraiment... Ça a été vraiment à partir de la lecture de ce livre où en gros elle dit qu'on a le droit en tant que féministe d'avoir des contradictions et que ça ne fait pas nécessairement de nous une mauvaise féministe mais juste un être humain. Et que le féminisme est porté par des êtres humains, incarné par des êtres humains, et qu'à ce titre, il est par essence imparfait, et puis en construction permanente et en remise en cause permanente. Et là, je me suis dit, hey, mais peut-être que moi, qui n'ai pas lu Simone de Beauvoir, les œuvres complètes de Simone de Beauvoir, peut-être que moi, qui me sens pas assez légitime pour m'intéresser à ce que je considérais être le précaré d'une élite intellectuelle dont je ne faisais pas partie, peut-être que moi aussi, finalement, non seulement je suis concernée, évidemment que je suis concernée puisque je suis une femme, donc à partir du moment où je suis une femme, je suis concernée, mais je ne me sentais pas concernée. En fait... Parce que tu es en contradiction, tu as le droit d'être féministe. Et donc, ça m'a donné, en fait, la lecture de ce livre, ça m'a ouvert les yeux, exactement. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, en tant que femme, j'étais évidemment concernée par les problématiques du féminisme. C'est quoi, Roxane Gay, Bad Feminist? Roxane Gay, Bad Feminist. Donc, c'est une autrice que j'aime énormément. Mais finalement, c'est un peu comme on peut être écolo et de temps en temps prendre l'avion, ou on peut être sportive et de temps en temps faire pas de sport. En fait, on est humain, quoi. Voilà, et moi, en fait, j'ai subi beaucoup, alors en tant que femme et peut-être aussi, j'ai subi beaucoup d'injonctions, enfin comme on en subit toutes, hein, en tant que femme. Et j'essaie autant que possible de ne pas faire subir d'injonctions aux autres. Donc chacun fait comme il peut, voilà. Et ça n'empêche pas de faire évidemment des efforts. Mais je pense que c'est important aussi de considérer qu'il y a une marge de progression et qu'on n'est pas parfaite et que justement c'est dans cette marge de progression que réside notre engagement quel qu'il soit, que ce soit un engagement féministe, et les pistes de réflexion écologiste, aussi. Exactement, évidemment, écologiste, etc., etc. Ce qui pour moi évidemment est tout lié. Tous ces engagements sont liés. Et donc, tu as écrit L'amour après MeToo, que Absolument. j'ai lu avec tellement de passion et j'ai hâte de le faire lire à ma fille et à mon fils. En tu as 2018. aussi écrit Lâchez-nous l'utérus, qui a été d'ailleurs un moment d'Instagram très fort, des commentaires de fou. Et donc, ce dernier, en tout cas que moi j'ai eu dans les mains, Vieille peau. Oui, il y a eu un livre sur les belles-mères, entre-temps. Ah oui, comment ne pas devenir une marâtre. Exactement, le guide féministe de la famille recomposée, dont on ne parle jamais. Enfin, c'est la figure de la belle-mère, on n'en parle pas. Tout à fait. Et c'est un grand sujet, alors que c'est un sujet qui concerne de plus en plus de femmes. Complètement. Et donc, j'en ai parlé puisque je suis moi-même belle-mère de 3 filles. Et donc ce livre Vieille peau, l'âge, notre corps, les femmes. Et
au tout début de ce livre, tu écris que l'âge c'est dans la tête et que c'est une expression qui t'offusque. Donc, et en fait, je voulais savoir pourquoi, parce que moi, j'avoue, en plus l'avoir beaucoup de fois dite, cette expression, c'est un peu dans la tête, l'âge, on peut être qui on veut à n'importe quel âge. Alors, c'est vrai que je le dis un peu moins maintenant, parce que je commence à parce que tu culpabilises. Voilà. Ouais. Non, mais en plus, je commence à sentir que c'est pas forcément dans la tête. Est-ce qu'il y a une façon correcte de parler de la vieillesse et de s'adresser aux personnes qui vieillissent? Alors, c'est pas que ça m'offusque, c'est peut-être un grand mot, mais je me suis rendu compte que, en fait, toutes les expressions en rapport avec l'âge sont problématiques d'une manière ou d'une autre. Et que toutes les expressions en rapport avec l'âge, elles sont agistes la plupart du temps. Et peut-être agiste, qu'on va, oui, quoi, voilà, peut-être qu'on va commencer par définir l'agisme. En fait, l'agisme, c'est tous les a priori, tous les préjugés qui sont fondés sur l'âge. Okay. Voilà. Comme le racisme, voilà, exactement, comme le sexisme, exactement. Okay. Exactement. Donc ça, l'agisme, c'est tous les a priori qui sont fondés sur l'âge, que ce soit le jeune âge ou plus souvent le vieil âge et l'âge avancé, absolument. Et donc, quand on dit l'âge, c'est dans la tête, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire la jeunesse, c'est dans la tête, puisqu'on n'a jamais dit l'âge, c'est dans la tête à un enfant ou à un ado ou à un très jeune adulte. Donc, pour le rassurer, on dit pas ça, un ado, on dit pas l'âge, c'est dans la tête pour le rassurer sur son âge. Donc, ce qui fait que, en fait, la jeunesse, c'est la norme à laquelle on se réfère et le seul modèle qui vaille, puisque dire l'âge, c'est dans la tête, c'est une façon de dire il faut rester jeune, au moins mentalement. Tu vois ? Donc, c'est pas un problème de rester jeune mentalement, et c'est pas ce que je dis, pas du tout. Mais ce qui pose problème, c'est d'associer des qualités spécifiques à la jeunesse, comme par exemple la curiosité, l'enthousiasme, le dynamisme, comme si ces qualités-là étaient des qualités qui n'étaient pas individuelles, donc propres à un individu, mais des qualités générationnelles, c'est-à-dire partagées par tous les membres d'une génération. Or, tous les vingtenaires, par exemple, ne sont pas curieux, dynamiques et enthousiastes, par exemple. Voilà. Donc, et puis, il y a un autre truc qui me dérange dans cette expression, c'est que l'âge, c'est dans la tête, ça suppose aussi, un peu comme toutes les expressions qui concernent l'âge, que la jeunesse n'est finalement qu'une question de volonté. Alors qu'en fait, la jeunesse mentale, c'est aussi et surtout beaucoup une question de privilège. C'est-à-dire que c'est plus facile de rester jeune mentalement quand on n'a pas de soucis d'argent, par exemple, ou de santé. Voilà. C'est aussi finalement une question un peu de travail, même je trouve, travail entre guillemets, travail sur soi. Si tu as envie de rester curieux, ben finalement c'est d'aller te renseigner, d'ouvrir des livres, plus que de t'alimenter que de breuvages qu'on te donne comme ça, top down, les séries à la mode. Ça demande aussi finalement un peu de réflexion personnelle. Oui, c'est sûr, mais par exemple, je considère que je suis une personne très curieuse. Je l'ai toujours été. C'est peut-être pas pour rien que je suis journaliste. Bon. Et je ne pense pas très sincèrement. Et en fait, je suis de plus en plus curieuse au fur et à mesure du temps. Parce que ma focale s'ouvre, parce que je découvre de plus en plus de choses, de plus en plus de gens, et que mon expérience me permet aussi de nourrir mon interprétation du monde. Et je ne pense pas que ma curiosité va s'inverser au fur et à mesure du temps. Au contraire, moi, en tout cas, c'est mon objectif, c'est d'être de plus en plus curieux. Donc, je pense que la curiosité, c'est quelque chose qu'on travaille et qu'il n'y a aucune raison d'abandonner avec le temps. Enfin, c'est-à-dire, il y a aucune raison. C'est pas lié à l'âge. Et je pense que je vois ma mère, par exemple, qui a 69 ans et qui a plein de défauts. Par ailleurs, on en a tous. Elle est extrêmement curieuse et elle continue d'être extrêmement curieuse et elle est de plus en plus curieuse. Elle essaye des tas de trucs tout le temps. Voilà, donc je sais plus quelle était ta question. C'était, est-ce qu'il y a une bonne façon de parler de la vieillesse et même de s'adresser aux personnes qui vieillissent? D'abord, je pense que moi, alors ce que j'ai remarqué, c'est le moment où je vais vous raconter une anecdote personnelle à propos de c'est plus facile de rester jeune mentalement. Et c'est c'est mon pardon.
Au début, j'avais prévu d'écrire un livre polyphonique avec plein de voix de femmes de différents âges sur leur rapport avec leur âge. Et puis, j'ai eu 40 ans et ce cap qui est extrêmement symbolique pour les femmes a coïncidé aussi avec l'AVC de mon papa, qu'il a laissé lourdement handicapé, donc il a perdu son indépendance et son autonomie. Alors qu'il est jeune, à l'époque, il avait 70 ans. Et donc, il n'a pas eu le choix de rester jeune mentalement. Enfin, c'est-à-dire que il avait pourtant tous des privilèges, mais enfin, il n'a pas eu le choix de rester jeune mentalement. Et ça a beaucoup impacté aussi ma mère, qui, du coup, ça, on va en parler certainement plus tard, mais qui ne vieillit pas bien parce que elle a des contraintes qui fait que elle vieillit mal, ce qu'on appelle vieillir mal. Et je me suis rendu compte quand mon père était à l'hôpital qu'à partir du moment où il est devenu dépendant, qu'il a perdu à la fois son autonomie et sa dépendance, qu'on s'adressait à lui, la façon de s'adresser à lui changeait. La plupart des gens s'adressaient à lui comme s'il était un enfant, comme s'il était un enfant, un tout petit enfant. Et je pense que j'ai observé que c'était le cas, y compris pour les personnes âgées qui n'ont pas perdu leur dépendance. C'est-à-dire que on s'adresse souvent aux personnes âgées comme s'ils étaient des mineurs. Des mineurs, c'est-à-dire des enfants, et comme s'ils étaient des mineurs symboliquement et socialement. Et ça, je trouve que c'est assez symptomatique. C'est-à-dire qu'on s'adresse souvent aux vieux comme si c'était des comme si c'était des enfants, enfin comme si c'était des bébés. On s'adresse à exactement. Plus sont des bébés. Exactement. C'est l'image de Benjamin Button. C'est exactement. Ouais, exactement. En s'adressant à eux, en bétifiant un peu, tu sais, et en s'adressant à eux à la troisième personne. Et en laissant plus. On va faire ça. Alors bon, mon père s'appelle Schmitt, je m'appelle Schmitt, voilà. Alors Monsieur Schmitt, on va faire sa toilette, on va faire ces trucs. Et ça part évidemment d'une bonne intention. C'est pas l'idée n'est pas de critiquer les personnes. Voilà, mais l'idée c'est de remarquer, et ça, j'ai remarqué ça aussi au sein de ma famille, devant mes grands-parents, par exemple, plus ils vieillissaient, plus leurs enfants, dont faisait partie ma mère, s'adressaient à eux comme si c'était des enfants, en leur disant mange pas trop de sucre, en faisant attention aux obstacles qu'ils étaient susceptibles de heurter sur leur passage. Enfin, c'est vraiment. En leur disant pas tout. Oui, exactement. En leur disant pas tout. Enfin, on a une façon d'infantiliser les vieux qui est, à mon avis, extrêmement problématique. Et donc, je pense que si on s'adressait simplement aux vieux comme à des êtres, comme on s'adresse aux adultes. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on fait c'est ce que je dis dans Ils sont plus adultes en fait. Exactement. Ouais. Ce que je dis dans le livre, c'est que même l'État français fait la distinction entre les adultes et les personnes âgées. Comme si en fait, ton statut d'adulte était conditionné au fait que tu travailles, donc que tu produises des richesses économiques. C'est très étonnant parce qu'à partir du moment où tu passes la retraite, tu es considéré comme une retraitée, y compris pour l'État français. C'est-à-dire que alors que, contrairement aux enfants, il n'y a pas de limite d'âge à l'âge adulte. C'est-à-dire que tu es adulte de 18 ans, de ta majorité, jusqu'à ta mort. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas la retraite qui fait de toi mais tu passes de adulte vacciné responsable à retraité, fragile et dépendant. Voilà, exactement. Et donc ce serait intéressant aussi de s'interroger sur ça, sur cette distinction qu'on opère tous inconsciemment. Tout à fait. Entre les adultes normaux, entre triple guillemets, et les retraités dont on estime qu'ils sont un peu moins adultes que les autres. Il y a un truc que je voulais dire avant que tu me poses la question qui me semble très important au sujet des vieux. C'est vraiment très important, c'est d'appeler un vieux un vieux. Moi, je milite pour qu'on parle des vieux comme on parle des jeunes, sans guillemets, sans euphémiser, parce qu'on n'utilise pas d'euphémisme pour parler de la jeunesse. Et en fait, dire personne âgée ou senior ou nos aînés pour dire vieux, c'est un peu la même chose que dire black pour dire noir ou ronde pour dire grosse.
Et ce besoin d'euphémiser traduit en fait les préjugés sociaux qui sont encore liés malheureusement aux personnes que l'on désigne avec ces termes. Et je voudrais dire, c'est un truc qui est vraiment important. C'est pas un problème en soi d'être vieux. Ce qui est problématique, c'est que ce terme soit encore péjoratif aujourd'hui et qu'il soit utilisé comme une insulte, qu'il soit encore utilisé comme une insulte au même titre que gros ou noir. C'est ça qui est vraiment profondément problématique. Donc finalement, il faut remettre au centre du vocabulaire, appeler un chat, appeler un vieux. Bah exactement. Enfin, c'est quoi le problème d'avoir une date de naissance éloignée de la date du jour? C'est pas grave. C'est être vieux, c'est comme être jeune. C'est une donnée en fait. C'est comme être blond, être noir. Enfin, c'est pas un problème. C'est pas un problème en soi. Ce qui pose problème, c'est le regard social. Porté sur ces personnes et les préjugés qui y sont associés. Justement, est-ce qu'on peut réussir son vieillissement ou est-ce qu'il faut éviter de parler de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tombe un peu sur la tronche ou est-ce qu'on peut être acteur de son vieillissement? C'est un peu tout un sujet. On est déjà maintenant plus de personnes de plus de 50 ans que de personnes de moins de 50 ans, Absolument, en tout cas en France. Ouais. Donc c'est vraiment une problématique hyper forte. Est-ce que réussir son vieillissement, c'est un truc un peu à éviter ou au contraire aller le chercher? Alors, c'est vrai que je parle du double standard de l'expression réussir son vieillissement. Moi, ce qui me dérange dans l'expression réussir son vieillissement, c'est que ça implique qu'on peut rater son vieillissement, déjà. Réussir son vieillissement, ça implique qu'on peut rater son vieillissement. Typiquement, mes parents sont en train de foirer leur vieillissement dans les grandes largeurs. Et ils n'ont pas eu le choix. Donc déjà, ça pose cette problématique-là. Réussir son vieillissement, ça implique qu'on peut bien vieillir versus on peut mal vieillir. Donc il y a des bons vieux finalement et des mauvais vieux. Et puis ce double standard, c'est un double standard qui est sexiste puisque qui sont les gens qui sont réputés bien vieillir par rapport aux gens qui sont réputés mal vieillir? Ce sont les hommes. Les hommes sont réputés mieux vieillir que les femmes, alors qu'en réalité, c'est pas qu'ils vieillissent mieux, c'est qu'on les laisse vieillir et que les signes du vieillissement, qui sont les mêmes, je le rappelle quand même, pour une femme et pour un homme, donc les rides, les cheveux blancs, etc., ne sont pas du tout interprétés de la même façon, selon qu'ils soient sur un homme ou sur une femme. C'est-à-dire que jamais de la vie, les rides et les cheveux blancs seront des atouts de séduction pour une femme, alors qu'ils peuvent l'être. Pour un homme. Et d'ailleurs, je fais une petite digression, mais là récemment, tu as fait la comparaison entre ce qu'on a dit de Madonna, qui se présente au monde avec ses nouveaux concerts, avec le visage chirurgié, le corps bombe latine à fond, on lui donne plus d'âge, elle a plus de 60 ans, et Kate Middleton, la princesse sourire, qui forcément à nos âges, donc a les la tête de quelqu'un qui a 42, exactement. Et du coup, forcément, ça tombe un peu. Et là, pour le coup, elle se fait aussi démonter par la critique parce que c'est plus la princesse sourire qu'on a connue il y a 20 ans. Non. Non, mais c'est ça qui est. Alors, ce qui est phénoménal, c'est que elle s'en est pris plein la gueule. Alors, donc peut-être que tout le monde, peut-être qu'il y a des gens qui ont pas vu ses photos. En fait, elle est apparue pour le jour du souvenir. Ouais, donc le 11 novembre. Voilà, le 11 novembre. Enfin, c'était le 12 novembre. Voilà, c'était le 12 novembre. Et tout ce qu'on a retenu de la commémoration de la commémoration des soldats des deux guerres, c'était le visage de Kate Middleton et le fait qu'elle avait vieilli. Et donc, elle avait enlaidi. Donc, les réflexions sur le visage sur Kate Middleton étaient horribles. Donc elle a vieilli, elle s'est enlaidie, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a 42 ans, elle va avoir 42 ans, donc la vie quoi. Voilà, exactement. Donc alors que personne ne se. Mais alors que Madonna, qui du coup est hyper dynamique, se déchaîne pour faire des concerts, alors qu'en plus elle a eu des douleurs de genoux. Oui, mais ça c'est. S'est fait refaire le visage parce que c'est son envie, Et elle se fait démonter pareil, mais même pire, parce que c'est trop, il faut accepter d'être vieille. Quand est-ce qu'elle va accepter la vieillesse? Oui, alors voilà, exactement. C'est-à-dire que de toute façon, quoi que tu fasses, quelle que soit la manière dont tu vieillis, tu auras tort. Parce que soit tu as l'air d'avoir ton âge et tu ne fais pas d'efforts et c'est dommage. Soit tu as l'air d'être plus vieille que ton âge et c'est laid, puisque les rides, c'est laid. Soit tu as l'air d'être plus jeune et c'est suspect.
et tu es suspecté de faire de la chirurgie esthétique, ce qui est pathétique et potentiellement laid. Donc, quoi que tu fasses, à partir de 35 ans, ton visage et ton corps d'ailleurs est encore plus scruté qu'il ne l'était. Et à la sexualisation systématique s'ajoute une suspicion de séduction. C'est quoi, une suspicion de quoi, de pas accepter une suspicion soit de laisser aller. Ouais. Soit de laisser aller si tu vieillis, si tu acceptes ton vieillissement et que donc tu laisses ton visage en l'état et faire sa vie, voilà, exactement. Soit une suspicion de tricher, donc de mentir finalement. Si au contraire tu suis tu ne peux pas pour une raison ou une autre faire abstraction des injonctions sociales et que effectivement tu fais quelque chose. Mais alors donc que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses pas, de toute façon tu auras tort. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors du coup pour préparer sa vieillesse, ou en tout cas l'accepter en tant que quarantenaire comme nous sommes nous toutes les deux et beaucoup de gens qui nous écoutent? Est-ce que c'est cohérent d'y penser? Est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, rien faire? Est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Dites-nous. Non mais c'est évidemment en fait il n'est pas question de remplacer une injonction par une autre et se dire que les gens qui veulent bien vieillir et qui se tartinent de crème et qui font de l'activité physique et qui font tout ce qu'il faut faire pour effectivement prolonger leur... Mais bien sûr que c'est bien. Enfin, je veux dire, d'abord, encore une fois, je suis pas une adepte des injonctions. Donc, évidemment qu'on fait ce qu'on peut et ce qu'on veut. Mais ce que je trouve important, c'est de déconstruire justement cette notion du bien vieillir et ce qu'elle sous-entend aussi. Là encore, bien vieillir, ça implique que bien vieillir est une question de volonté. Mais encore une fois, ça n'est pas qu'une question de volonté, c'est beaucoup une question de privilège, c'est beaucoup une question de privilège de genre d'abord, puisque encore une fois, alors petite parenthèse, les femmes à âge égal sont perçues comme étant seniors 7 ans avant les hommes. Voilà, donc il y a une différence. Donc pour la femme, ça va être quoi, 45 ans et pour les mecs 52, 55. Ouais, exactement. Donc on n'est pas perçu senior au même âge. Alors qu'en plus, comme on attend des femmes qu'elles fassent plus d'efforts en termes de physique, en termes d'apparence que les hommes, parce que leur apparence physique compte davantage que celle des hommes, de fait, elles s'entretiennent, entre guillemets, je déteste cette expression, parce que là aussi, s'entretenir, c'est une voiture qu'on entretient ou un meuble de famille, tu vois. Bon. Donc ça, c'est, voilà, exactement. Non, mais c'est un vrai problème aussi de chosifier comme ça un individu. Mais de fait, en général, les femmes font plus attention à leur apparence physique parce que la société fait plus attention à leur apparence physique. Mais malgré ça, malgré le fait qu'elles se soignent, entre guillemets, elles soignent leur apparence physique, on considère que elles ont l'air vieilles 7 ans avant les hommes. Et donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des incidences aussi sur la carrière professionnelle. C'est encore un obstacle qui s'ajoute à tous les obstacles rencontrés au cours d'une carrière professionnelle. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gueule? Est-ce qu'on se révolte? Est-ce qu'on manifeste? Est-ce que on fait ce qu'on veut et non, mais on en parle déjà. C'est-à-dire quoi à la société? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait comme on peut. On fait comme on veut. On fait comme on veut. Il s'agit pas encore une fois, il s'agit pas de remplacer une injonction par une autre. Il s'agit pas de dire aux femmes arrêtez tout, arrêtez de vous mettre des crèmes sur la gueule, arrêtez le botox. Mais pas du tout. Enfin, faites comme vous voulez, faites comme vous pouvez. Et puis, en plus, comment est-ce qu'on répond finalement aussi en tant que femme? Parce que c'est ça peut-être qu'on recherche, c'est comment est-ce qu'on répond à ces injonctions qu'on va nous dire. Tu vois, moi par exemple, j'ai vraiment eu cet exemple d'une de mes sœurs qui trouvait que c'était génial parce que sa copine avait fait une abdominoplastie après ses 2 grossesses parce qu'elle avait tellement de peau du ventre, la pauvre, c'était horrible. Donc elle s'est refait faire le ventre. Mais par exemple, pour quelqu'un qui se refait faire les seins, elle trouve que c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on répond en fait? Ou quelqu'un qui nous dit mais franchement le botox jamais j'en ferai, mais bon par contre elle va s'acheter une crème à 150 € pour anti-rides. Alors parlons du botox. À quoi est-ce qu'on répond? En fait finalement botox, chirurgie. Arrêtons de juger les femmes. C'est vraiment ça la clé.
C'est ça la clé. Non mais moi je suis quelqu'un choquée qui nous juge. C'est ça finalement, je pense que les gens ont besoin d'avoir. C'est qu'est-ce qu'on rapporte comme réponse. Toi qui fais du yoga, qui est dans le zen, qui nage en méditant. Oui, mais je suis absolument pas zen comme fille. Je suis absolument pas zen. En fait, quels sont les éléments peut-être de réponse pour se sentir bien dans nos choix et les faire accepter ou pas? Mais en tout cas, répondre. On n'a pas à accepter, en fait, on n'a pas à admettre, à partir du moment où nos choix personnels n'empêchent personne d'en faire d'autres, c'est ça qu'il faut répéter et répéter et répéter et répéter encore. C'est mon choix et je fais ce que je veux. Oui, c'est exactement ça. Enfin, c'est-à-dire que our body, our choice. C'est toujours ça. Et il faudrait pouvoir, dans un monde idéal, il est loin d'être idéal, ce pauvre monde, mais il faudrait arrêter de considérer que les choix des femmes, notamment sur leur apparence physique, sont des condamnations de nos choix personnels. C'est pas parce que une femme fait du botox par exemple que c'est une critique vis-à-vis de nos rides. C'est pas voilà, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Alors c'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question le botox, c'est une vraie question qui m'est souvent moi j'en fais, posée. je le dis ouvertement. Mais voilà, c'est très bien. C'est très bien pas de faire du botox, c'est très bien de le dire parce qu'il y a pas de honte. Absolument, j'ai pas honte du tout. Et c'est un sujet qui divise y compris les féministes parce que c'est effectivement aller dans le sens de des injonctions sexistes, des normes patriarcales, etc., etc. Ce qui est vrai. Mais est-ce que c'est féministe? Est-ce qu'on peut être une bonne féministe et être botoxée? Mais en fait, c'est un peu flippant qu'on se pose la question parce que ce qui fait une féministe, c'est un peu ce qu'elle a à l'intérieur de la tête, pas dessus. A priori, hein. Et puis en plus, c'est pas très féministe de décider à la place d'une femme à quoi elle doit ressembler ou à quoi elle ne doit pas ressembler. C'est-à-dire quels sont et de donner des bons points et des mauvais points sur les corps des gens. Et alors, si le fait de faire du botox n'est pas féministe, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de shamer et de stigmatiser les femmes qui en font, ça, c'est absolument pas féministe. Ça, c'est absolument garanti. Voilà. Donc au final, c'est ça, c'est mon corps, mon choix. Exactement. Et j'assume, et voilà. En fait, voilà, exactement. Et il faudrait pouvoir... moi, mon objectif dans la vie, mon monde idéal, ce serait un monde où chaque femme pourrait faire ce qu'elle veut avec son corps, le laisser pousser librement, le laisser pousser, évoluer librement. Donc, en conservant le plus possible l'apparence de la jeunesse ou pas, et que l'apparence de leur corps ne soit pas à ce point comme aujourd'hui il l'est, corrélée à leur estime d'elle-même. Parce que ça c'est vraiment dramatique. Et donc il y a aussi cette idée de séduction qui est derrière l'apparence physique et l'image qu'on renvoie. Et donc, tu as écrit ce livre, L'amour après MeToo, qui était en 2020, je crois. En 2018. En 2018, pardon. Oui, moi, juste après MeToo. En 2020. Et donc, le couple, la drague, la séduction, c'est aussi un sujet de longévité et d'image qu'on renvoie. Est-ce qu'on drague différemment les vieilles depuis MeToo ou pas? Alors, là aussi, il y a deux questions dans ta question. J'adore les questions. Et moi, j'adore faire des digressions, donc c'est vraiment très cool. On a notre temps. Voilà, exactement. C'est effectivement c'est un sujet évidemment. Le sujet du couple. C'est un sujet d'autant très surtout compliqué avec la longévité, le couple qui dure. Ouais, exactement. Surtout pour les femmes, hein, encore une fois, puisque contrairement aux hommes, elles ont une date de péremption, un peu comme les yaourts. C'est quoi? C'est la ménopause, la date de péremption? Ouais, à peu près. Enfin, la ménopause, c'est vraiment la date de péremption ultime. La quarantaine, c'est quand même un vrai cap. Parce qu'on entre dans ce que j'ai appelé une ménopause sociale, c'est-à-dire que ce qu'ils ne subissent pas évidemment les hommes, puisqu'il n'y a pas ce couperet biologique de la ménopause. Ils sont réputés faire des enfants jusqu'à la fin de leur jour, donc rester jeunes, puisque quand on produit exactement, et puis quand on produit des enfants, on produit de la jeunesse et donc symboliquement on reste jeune. Voilà. Donc ils n'ont pas ce couperet de la ménopause ni de la ménopause sociale où à partir de 40 ans tu es censé avoir des enfants, bien sûr, mais tu n'es plus censé en avoir. Contrairement aux hommes, c'est-à-dire que quand tu as un jeune papa de 40 ans, on le félicite sans le mettre en garde.
Alors qu'une femme qui a plus de 40 ans, parce qu'on est fertile, quoi qu'on dise. Oui, on peut encore être enceinte exactement à 45 ans, exactement. Mais on n'a pas du tout les mêmes réactions vis-à-vis des grossesses. On a vraiment un double standard en termes des parentalités dites tardives. C'est-à-dire que la parentalité d'un homme à partir de 40 ans, ça ne pose aucun problème à personne. Je rappelle que par exemple, on félicitait encore Gérard Darmon d'être jeune papa à plus de 60 ans. Là, on a eu des exemples récents avec Robert De Niro, Al Pacino, etc. Donc ça pose de problème à personne. En revanche, quand une star comme Virginie Efira a des enfants à 45 ans, alors là, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux, c'est exactement. Et puis son corps est encore plus scruté que ne le sont les corps de femmes plus jeunes. Et donc, au terme de drague et de séduction, est-ce qu'il y a une différence quand on est plus âgé? Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de se faire draguer ou en tout cas d'assumer sa séduction? Il y a beaucoup de femmes, en plus dans mon entourage, qui ont des ruptures, des divorces et du coup qui se retrouvent entre guillemets sur le marché de la séduction et du couple. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu as pu constater? Oui, alors la séduction des femmes, elle est très indexée sur leur âge, puisqu'elle est très indexée sur leur apparence physique, contrairement aux hommes. Et c'est peut-être le moment de parler de Yann Moix, qui, il y a quelques années, disait dans Marie-Claire, ostensiblement, que les femmes de 50 ans, son âge, il ne pouvait pas, parce qu'il ne pouvait, enfin voilà, et que les femmes de 50 ans n'étaient pas à ses yeux séduisantes, comme l'étaient les femmes plus jeunes. La différence d'âge n'est un sujet que si c'est la femme qui est plus vieille que l'homme. Quand la différence d'âge entre les hommes et les femmes a été complètement normalisée, c'est-à-dire que notre regard est habitué à ce que les hommes soient plus âgés que les femmes, et on a et cette différence d'âge même en faveur des hommes est même assez sexualisée. D'ailleurs, il y a une sociologue qui s'appelle Marie Bergson qui a fait une étude là-dessus et qui a montré que la proportion des célibataires de plus de 50 ans était beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes, alors que c'est l'inverse chez les plus jeunes. Est-ce qu'il y a une façon différente d'aborder la séduction quand on a passé 40, 50 ans ou pas? Et qu'est-ce que ça dit de la société? Alors, il y a quand même aussi quelque chose qu'il faudrait aborder, c'est que le célibat est beaucoup plus stigmatisé chez les femmes que chez les hommes. Donc déjà, si on leur disait aux femmes qu'à plus de 40 ans, si elles sont célibataires, tout va bien pour elles et que c'est pas pour autant qu'elles ont raté leur vie ou qu'il y a quelque chose qui va pas chez elles, déjà, je pense que ça permettrait de se détendre beaucoup à ce niveau-là. On n'a pas beaucoup d'exemples aussi. On n'a pas de représentation. On n'a pas de représentation positive du célibat. N'importe où. Encore aujourd'hui, on manque cruellement de séries, par exemple, alors qu'il y en a énormément des séries. Il y a quand même et que l'abondance des séries a permis justement d'ouvrir un petit peu les représentations, d'aborder des sujets de société, d'aborder beaucoup plus de sujets de société, etc., etc. Donc, et puis les séries sont heureusement de plus en plus inclusives quand même. Bon, mais ça, une représentation positive du célibat féminin après 40 ans, ou d'ailleurs une représentation positive du célibat et des fictions où des célibataires ne cherchent pas un mec comme dans Sex and the City ou d'autres d'ailleurs, il y en a pas. Ouais. Il y en a pas. Et encore aujourd'hui, les médias féminins, alors j'élargis, parce que c'est pas uniquement les magazines féminins qui ont perdu beaucoup de leur, qui ne sont plus ce qu'ils étaient comme dans les années 90-2000, quand Instagram n'existait pas ou que Internet n'avait pas cette prépondérance qu'il a aujourd'hui. Les médias féminins, quand on aborde le célibat, c'est quand même les sujets autour du célibat tournent autour de comment trouver un mec. Parce ou de que là l'argent. aussi, voilà. Enfin, donc, c'est quand même. Donc, je pense qu'il y a quand même ça qu'il faudrait dire aux femmes de plus de. Là aussi, les femmes de plus de 40 ans, pardon, je digresse encore, mais les femmes de plus de 40 ans, ça ne veut rien dire. Je rappelle aujourd'hui que l'espérance de vie, c'est 85 ans pour les femmes. Une femme de plus de 40 ans, c'est littéralement, elle est à la moitié de sa vie, et c'est aussi pertinent que de parler des femmes de moins de 40 ans qui impliquent un bébé de 6 mois, une ado de 15 ans, une jeune femme de 30 et une femme de 40. Ça n'a pas de sens. Une femme de plus de 40 ans, c'est 3 générations.
ma génération, celle de ma mère et ma grand-mère qui est encore vivante. Exactement. Ça n'a pas de sens. Donc il faut arrêter aussi de parler des femmes de plus de 40 ans. Et la même chose pour les femmes de plus de 50 ans. Ça n'a pas plus de sens. Voilà. Et puis, en termes de représentation, je voudrais dire aussi quelque chose qui est très important, c'est que, alors, effectivement, je disais, il y a de plus en plus de séries, heureusement, qui mettent en scène des problématiques de femmes de plus de 50 ans, mais là aussi, ces femmes de plus de 50 ans, ce sont toujours les mêmes, donc ce sont plutôt des bourgeoises, elles sont toujours blanches, ou quasiment toujours blanches, toujours minces, toujours belles. Donc c'est super qu'il y ait de plus en plus d'inclusivité dans les séries. Maintenant, il faudrait passer à la seconde, quoi, en matière d'inclusion. Et puis, par ailleurs, en termes de représentation, s'il y a de plus en plus de femmes de plus de 50 ans, même si encore une fois, j'aime pas l'expression, les femmes de plus de 50 ans restent 3 fois moins nombreuses à l'écran, tout écran confondu, que les hommes. Donc là, il y a eu des études à ce sujet. Il y a 3 fois moins de femmes de plus de 50 ans sur tous les écrans, donc que ce soit à la télé, dans les séries, au cinéma, etc., que d'hommes. Exactement. Donc il y a 3 fois moins de femmes de plus de 50 ans à l'écran que dans la vraie vie, entre guillemets. Ouais. Alors que la proportion entre les hommes de plus de 50 ans à l'écran, donc dans les infos, etc., dans les médias, dans les séries, dans la culture, voilà, est la même que dans la vraie vie. Donc il y a autant d'hommes de plus de 50 ans à l'écran que dans la vraie vie, alors qu'il y a 3 fois moins de femmes de plus de 50 ans à l'écran que dans la vraie vie. Et alors, problème. Ouais, énorme problème. Énorme problème. Et donc, comment est-ce que on fait pour accepter de vieillir, en même temps se plaire à soi, assumer ses choix, ne pas devenir un vieux con ou une vieille conne? Est-ce que c'est inéluctable ou est-ce que de toute façon on sera toujours jugé, quoi? On sera toujours traité de boomer. Enfin, c'est-à-dire que ça aussi, il faut quand même cette expression boomer qu'on peut adresser à des gens qui ont 30 ans. Ça aussi, enfin, je veux dire, ça passe aussi par une grosse déconstruction de soi et de ce qu'on dit. Le langage a un sens, le langage est politique. Et mais ça aussi, en fait, le fait d'être un vieux con, associer systématiquement vieux à con est un problème. Tu vois, c'est vraiment symptomatique de l'agisme de la société sur lequel il faut travailler, vraiment. Et non, c'est pas inéluctable d'être con quand on vieillit. Enfin, la connerie n'est pas l'apanage, ou plutôt l'intelligence n'est pas l'apanage de la jeunesse. Tout à fait. Et la connerie n'est pas réservée aux vieux. Je rappelle que Jordan Bardella est très jeune. Enfin, il est pas con, mais il est extrêmement toxique. Darmanin aussi, il est jeune, hein, voilà. Et puis que, par exemple, Gloria Steinem doit avoir 87 ans, et moi, c'est mon idole absolue. Donc, en fait, le fait d'être vieux ne signifie pas qu'on est jetable, effectivement, ou qu'on est, exactement, ou qu'on n'est pas pertinent, ou qu'on ne peut plus rien apporter à la société. Enfin, ça, c'est... Et dans ton livre, en conclusion, tu dis à la fin, donc, les vieilles sont le pont entre le passé et l'avenir. Alors, j'ai adoré cette phrase. Et comment est-ce qu'on peut le faire comprendre davantage à la société, mais aussi l'incarner à l'intérieur de nous, ça, cette phrase? Je pense que c'est très important que Alors, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas assez de dialogue intergénérationnel aujourd'hui. Et je pense que c'est très important qu'il y ait des espaces de non-mixité où les générations parlent entre elles des problématiques de leur génération. Mais je pense aussi qu'il est très important de favoriser les dialogues intergénérationnels. Moi, je sais que j'apprends beaucoup d'enfants qui sont autour de moi, parce que c'est pas parce que je ne veux pas d'enfants que, évidemment, je ne suis pas entourée d'enfants. Donc j'apprends beaucoup de ma belle petite fille, oui, parce que je suis belle mamie, ce qui m'a foutu un vrai coup de vieux. J'ai été belle mamie à 37 ans, je peux vous dire que bon, bref, voilà, c'était particulier. Et j'apprends des enfants, donc des tout petits enfants. J'apprends des personnes qui ont mon âge. J'apprends de mes voisins qui ont plus de 80 ans et qui sont merveilleux. Enfin. Et je pense que ce soit dans les milieux militants, mais tout le monde n'est pas militant, mais ou dans la vraie vie entre guillemets, même si le militantisme fait partie de ma vraie vie, hein, il n'est pas décompté de ma vraie vie puisqu'il fait partie intégrante de ma vie. Il faudrait apprendre à ne pas considérer que les vieux sont par essence, encore une fois, moins sachants ou
ou qui n'apportent plus rien au dialogue, y compris social. Je pense que c'est très important de chercher la parole et d'accueillir la parole des personnes plus âgées que nous. De ne pas juger, exactement, et de ne pas la considérer par essence comme étant réactionnaire ou pas pertinente. Et ça vaut aussi pour les vieux, évidemment, puisque on peut aussi subir l'agisme en tant que jeune. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes a priori. C'est-à-dire que les jeunes sont exactement comme les vieux, considérés comme étant moins sachants, moins pertinents. Donc c'est important aussi parce que finalement dès que t'as 40 ans c'est déjà fini, que les vrais adultes c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment un âge que les bons rien, exactement jamais. Non pas peut-être chez les beaucoup. hommes blancs qui ont entre exactement 40 et 50 ans. Exactement, c'est plus facile pour eux. C'est sûr que c'est plus facile pour eux. Mais et toi Fiona, pour terminer, est-ce que tu travailles ta longévité? Parce que là donc en off tu me disais tu fais du yoga et j'ai adoré cette phrase, je suis la caricature de moi-même. Ah oui, je suis la caricature. Du yoga, je prends le vélo pour me déplacer. Est-ce que la longévité, c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu vas faire ce qu'il faut, entre guillemets? Est-ce que bien manger, faire du sport, ça t'intéresse pour vieillir bien ou juste pas du tout? En fait, ça m'a permis, écrire ce livre, ça m'a permis de remettre en cause cette notion de bien vieillir. Et ça, c'est vraiment très important. Moi, j'ai écrit ce livre parce que j'étais paniquée à l'idée de vieillir. Vraiment, c'est une question qui m'obsède depuis que j'ai 20 ans. J'ai acheté mon premier anti-rides, je devais avoir 15 ans. Donc le fait de baigner dans la presse féminine ne m'a pas aidé. À ce niveau-là, ça ne m'a pas aidé. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté les crèmes anti-rides, etc. Mais j'ai reconsidéré le bien vieillir. C'est-à-dire que pendant très longtemps, bien vieillir pour moi, c'était résister au temps. C'est-à-dire conserver le plus possible, le plus longtemps possible, l'apparence de la jeunesse. Donc en fait, ne pas vieillir, rester jeune. Ce qui pose problème d'un point de vue philosophique, féministe, c'est-à-dire que en me refusant d'évoluer, ou en considérant que le fait d'évoluer, y compris dans mon apparence physique, était un échec, une faillite, ça me condamne à ne pas évoluer, contrairement à tous les autres êtres vivants de cette planète. Alors les hommes, mais aussi les animaux, les arbres, enfin bref, ils évoluent. Bon. Et pourquoi, en tant que femme, j'aurais pas le droit d'évoluer de la même manière? Et vraiment écrire ce livre et déconstruire toutes ces injonctions, tous ces préjugés qu'on a sur le vieillissement, les personnes âgées, notamment les vieilles femmes particulièrement, puisqu'il y a beaucoup plus de préjugés attachés aux vieilles femmes qu'aux hommes vieux. Ça m'a permis de redéfinir le bien vieillir. Et pour moi, bien vieillir, ça n'est plus résister au temps, donc rester jeune jusqu'à la mort. C'est plutôt réfléchir à ce que je veux faire du temps dont je dispose encore. C'est-à-dire de passer d'une posture où tu subis, exactement, défensive à une posture active. C'est-à-dire que je ne me défends plus face au temps. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas pour autant que j'ai arrêté l'anti-rides. J'ai 4 sérums, 18 crèmes, etc. Ça c'est pas ça fait partie de mes nombreuses contradictions. Mais d'abord, il faudrait aussi qu'on arrête de considérer que prendre soin de soi est uniquement en termes d'aliénation. Enfin, on peut aussi prendre soin de soi, se mettre des crèmes, etc., se maquiller, faire du botox et tout, parce que on aime ça et que c'est un plaisir. C'est pas uniquement en termes d'aliénation, parce que si on considère ça uniquement en termes d'aliénation, ça veut dire que toutes les personnes qui y ont recours sont complètement décérébrées et n'ont aucun libre arbitre, ce qui moi me gêne. Où est-ce qu'on pose le curseur? Et où est-ce qu'on pose le curseur? Sport, mais c'est exactement ça. Mais pas trop. Mais voilà. Mais c'est à partir de quand? Oui, c'est à partir de si tu fais du yoga, c'est super, mais pas trop. Mais et après, tu mets une crème, c'est ok, hydratante, mais pas anti-rides. Mais voilà, c'est ça. Donc le botox, c'est pas bien. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et quelle est la molécule exacte? Donc le botox, c'est pas féministe, c'est pas bien. Ok. Donc, mais est-ce que les crèmes, ça va ou pas? Exactement. À quelle puissance de rétinol c'est possible? Et à quel prix la crème? Et à quel prix la crème? Ok, de pas tricher. Voilà, exactement. Et est-ce que le maquillage, c'est ok? Mais est-ce que tu peux mettre un truc anti-rides, qui comble un peu la quelle couleur? Silicone, là. Quelle couleur est féministe au niveau de l'eyeliner, tu vois? Ouais, tout à fait. Non mais bon, parce que c'est aussi l'expression de soi-même. Et puis prendre soin de soi, ça veut dire aussi qu'on est digne
de l'attention qu'on se porte aussi. Donc c'est aussi en pouvoir. Mais oui, non, mais c'est aussi le respect qu'on a de soi-même. Moi, j'adore me mettre des crèmes sur la gueule parce que ça sent bon, et puis parce que je me trouve plus jolie quand j'ai la peau hydratée et que j'ai un glow, que plutôt que et un peu de blush sur les joues que. Voilà, mais ça ne veut pas dire que je me trouve laide quand je ne suis pas maquillée, mais ça veut dire que, en fait, en tant qu'être humain, je suis un être complexe. Voilà. Et donc, bien vieillir, donc ça y est encore, j'ai encore fait une digression. Pour moi, maintenant, bien vieillir, ça n'est pas uniquement rester jeune ou conserver l'apparence de la jeunesse. C'est même plus ça, en fait. C'est d'accepter d'évoluer, et de réfléchir à ce que je veux faire du temps que j'ai devant moi, plutôt que d'être dans une posture de regret du temps que j'ai, du temps qui s'est écoulé, et dont je suis pas spécialement nostalgique, en fait, parce que quand j'y réfléchis bien, en fait, vraiment, hein, moi je pensais que c'était un truc de vieille conne, de dire oui, mais tu vas voir, c'est le plus bel âge, etc. Ouais. Mais en vrai, c'est vrai. En vrai, de vrai, je le jure sur la tête de mon chat, c'est vrai, mon héritier, la prunelle de mes yeux, en vérité, à 40, bientôt 2 ans, dans 3 jours. Ouais, on est presque sœurs. Le 23 novembre. Je me sens beaucoup plus jolie, déjà, voilà, mais beaucoup plus en phase avec moi-même, beaucoup plus alignée avec qui je suis, beaucoup plus jolie parce que beaucoup plus moi-même que je l'étais à 30 ans et encore plus à 20 ans. Vraiment. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis vraiment très sincère. Alors, il y a des trucs qui, les poches sous les yeux, ça, c'est un peu chiant. Par exemple, le réveil au matin, bon. Après une très bonne soirée, j'ai plus la même gueule qu'à 20 ans. Bon, ça, c'est chiant. Aussi. Ça, c'est chiant. Je mets 2 jours à m'en remettre. Ça, c'est vraiment très chiant. Bon. Mais en réalité, évoluer, c'est cool, quoi. Enfin, vraiment. Et donc, j'espère que je continuerai d'avoir cette vision des choses dans les décennies suivantes, et que je continuerai d'être aussi curieuse et aussi dans l'action que je le suis aujourd'hui, quoi. Et pour terminer, moi j'ai plutôt un conseil à te demander. Donc moi qui suis professionnelle de la forme, femme, qui passe la barrière des 42 ans, moi c'est dans 10 jours, 9 jours même. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être dans l'injonction et rester quand même dans l'envie, parce que nous, on a quand même ce job d'être motivateur pour faire du sport. Donc souvent, tu vois, les gens sur YouTube, ils vont taper avoir un ventre plat, rester jeune, sport après la ménopause. Donc comment est-ce qu'on fait finalement pour rester dans un dialogue hyper ouvert de faites ce que vous voulez, mais en même temps motivant pour inciter les gens malgré tout à faire du sport? Comment est-ce qu'on fait? On leur parle de plaisir. Tout simplement. Alors, mais vraiment, c'est-à-dire que, et je prends mon exemple. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie, d'abord parce que j'ai beaucoup trop d'énergie à l'intérieur de moi, sinon je pense que vraiment je suis une cocotte minute au bord de l'explosion. Si je ne tire pas, oui, je suis hyperactive. Donc si je ne retire pas ma soupape de temps en temps en allant courir ou des trucs comme ça, vraiment j'explose. Enfin, c'est pas bon pour moi. Mais pendant très longtemps, j'ai fait du sport pour rester mince. Uniquement pour ça, pour rester mince, pour ne pas avoir de cellulite, etc., etc. Et la dimension plaisir, donc en fait, c'était une contrainte. Parce que j'avais complètement intégré les injonctions grossophobes de la société. Enfin, je les avais pas déconstruites, voilà. Et pendant très longtemps, donc, je m'imposais de faire du sport. Ça m'emmerdait. Aussi. Enfin, parce que c'était pas forcément qu'un plaisir, et j'essayais de faire le sport le plus efficace possible, voilà. Exactement. Et mais c'est exactement ça. Et en fait, j'abordais la problématique du sport en termes d'efficacité, esthétique et physique. Exactement. Et puis j'ai découvert le yoga. Alors, ça fait vraiment connasse du 10e de dire ça. Parce que j'habite dans le 10e, je suis une caricature de moi-même. Je suis tatouée de partout, je suis freelance, je suis autrice féministe, je suis une caricature de moi-même. Je suis pas végane, mais presque. Enfin bon, bref. Et donc, en découvrant le yoga, j'ai découvert qu'on pouvait faire du sport par plaisir, juste pour être mieux dans son corps, mais aussi dans sa tête.
Mais pas, mais dans sa tête, pas parce qu'on était plus mince, plus musclé, etc., mais juste parce que les endorphines, parce que c'était un vrai plaisir en fait de voir de la respiration. Moi, j'ai découvert ça parce que en fait, j'ai découvert qu'on pouvait que je pouvais ne pas être en apnée parce que je suis quelqu'un de très angoissée, très anxieuse. J'ai appris à respirer. Ça a changé ma vie, vraiment. Et puis il y a quelque chose de très d'assez fascinant de voir ce que son corps peut faire en termes de souplesse, en termes de mouvement, d'équilibre, des trucs comme moi. J'ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit waouh, j'arrive à faire ça. Et en fait, je m'en fous maintenant que le yoga me permette de rester mince ou non. En fait, ça me fait du bien et je pense que le plaisir, c'est exactement comme l'alimentation. Comme tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aborde les choses pour non pas pour se priver, mais pour au contraire s'enrichir et profiter, je pense que ça va beaucoup mieux, vraiment. Et en termes d'alimentation, c'est exactement pareil. Moi, je suis incapable de suivre un régime, par exemple. C'est vraiment, pour moi, la restriction, c'est impossible. C'est trop frustrant. Donc voilà, le plaisir. Le plaisir. Et puis il faudrait trouver sa discipline. Moi, ça a été le yoga. À un moment, ça a été la natation. J'ai cru que ça allait. Mais c'est un peu chiant de nager au bout d'un moment. Bon. Non, mais c'est bien. Non, mais j'adore. Vraiment, j'adore. En plus, c'est vraiment ça. Mais on s'en parlait en off. J'adore nager, etc. Mais c'est un peu répétitif. Alors que le yoga, c'est toujours très différent, très truc. Donc, il faut vraiment trouver une discipline qui nous plaît, qui nous apporte et qu'on a envie. Voilà, et dont on se dit pas que c'est une contrainte sur un agenda, que c'est une case à cocher, mais que c'est une récompense à un moment. Moi, j'aborde vraiment ça comme une récompense. C'est-à-dire que ma séance de yoga, c'est comme un gros gâteau. C'est-à-dire que et en plus, c'est compatible. Hein, c'est-à-dire que je m'enfile un gros gâteau après ma séance de yoga parce que je suis très bec sucré. Bref. Mais je l'attends avec autant de plaisir et elle me procure autant de plaisir. Donc vraiment, le plaisir, c'est la clé. Le plaisir et la joie de faire des choses. En fait, c'est exactement comme le militantisme. Moi, je milite. Mon féminisme, il est très lié à la joie. C'est-à-dire que je pourrais pas aborder le féminisme sous la contrainte. Oui, voilà, exactement. Il faut que, etc. Non, il faut que le militantisme soit joyeux aussi, qu'il apporte de la joie, qu'il apporte une certaine forme de sérénité, qu'il apporte du plaisir. Ça n'est pas, moi, je crois pas du tout à la politique contraignante. Je crois pas. Je pense que c'est exactement comme les régimes. Au bout d'un moment, on laisse tomber. Merci beaucoup Fiona d'être venue chez nous. Alors pour info, Fiona Schmitt est donc sur Instagram. Elle n'accepte que les commentaires ultra positifs. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais s'il vous plaît. Mais ils me font plus plaisir. Voilà. Lâchez-vous sur le positif. Donc je rappelle ton livre Vieille peau aux éditions Belfond. Il y a aussi L'amour après MeToo. T'en as un prochain là qui arrive? T'es déjà en train d'écrire un prochain? Non, parce que je suis encore en promo pour celui-ci. Et puis je pense que je n'ai pas encore fait le tour de la question de l'agisme dont on parle pas assez. Absolument. Malheureusement, et sur lequel il y a un thème sur lequel j'ai encore plein de choses à écrire. Merci beaucoup d'avoir écouté Long Live jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez adoré? Est-ce que vous avez adhéré? Ou plutôt été dérangé par les propos de Fiona? Ça porte vraiment à reconsidérer la vieillesse, la femme et tout l'ensemble des pensées qui tournent autour du vieillissement et de la longévité des femmes, mais des hommes aussi. J'ai hâte de débriefer avec David cette semaine et vous, racontez-nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire de vos applications de podcast comment vous avez reçu ces propos, qu'est-ce que vous en avez pensé. Attention, restez bienveillants, on débat, mais on ne se fâche pas. Encore merci d'avoir écouté tout ça jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!